Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Au-delà de l'écorce. Aujourd'hui, nous abordons un thème particulier, cosmogonie africaine, fondement d'une vision du monde. Quand on sait d'où l'on vient, on sait mieux où l'on va. Depuis des millénaires, les peuples africains ont développé une compréhension profonde de l'univers, de la nature, de l'être humain et de sa place dans la création. Cette vision du monde, appelée cosmogonie africaine, constitue le socle de nombreuses valeurs spirituelles, sociales et culturelles du continent. Aujourd'hui, dans un contexte de redécouverte des savoirs endogènes, il est important de revenir au fondement de cette pensée ancestrale. C'est pourquoi nous avons l'honneur de recevoir Son Altesse Sonkogl Naba Kango, chef traditionnel, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Naba, bienvenue à vous sur ce plateau de BF1 et bonjour à vous. Bonjour et merci pour l'honneur que vous me faites. Oui. Et petit rectificatif, les termes Altesse et autres, là j'estime que ça ne nous ressemble pas. Chaque terme a un sens. Quand on dit Altesse, on fait un référentiel par rapport à, si vous voulez, la chefferie occidentale, Oui. alors que les deux même ne se ressemblent pas dans le fin fond, dans le paradigme. Donc souvent utiliser ces termes-là, c'est lier une compréhension qui n'est même pas le nôtre. Je préfère Sonkogl Naba Kango ou bien Naba Kango. J'estime que ça me ressemble plus. Très bien. Mais merci pour ce rectificatif que je trouve très juste. À cause des études que nous avons faites, nous avons beaucoup de rapprochements justement avec la civilisation occidentale. Et peut-être que c'est une grosse erreur que nous commettons. Merci de ce rectificatif que vous apportez. Alors Naba, merci encore d'être avec nous sur ce plateau. Et avec votre permission et celle de nos ancêtres, ouvrons les portes d'un patrimoine de connaissances transmis depuis des générations. Naba, que signifie exactement le mot cosmogonie? Ok, merci pour la question. Amnan kapsa mo Naba bongo. Ti yabam zelem soman wani ton kalunda ni lafi. Ha shida nan kabha tempel ma swarba wala ting nomam bala tara swarba. Nan kabha obion yose kapso seba. Nan kabha BF télévision ne ba. Sidim pam tar son tenti. Bon, ton me giligden tar zilim be dan gomna abilam ti tala yot la. Goma han tala yodo. Biton me nan modron ningen nuti bur warab han sore ni ka fa ning dan nore. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'honneur. Quand on parle de la cosmogonie, en réalité, pour mieux comprendre le concept, c'est vrai que souvent j'ai des réponses assez longues, mais j'estime que le problème que l'Afrique vit est tellement profond qu'il ne peut pas prendre une petite réponse pour tout expliquer. Je vais peut-être commencer avec une petite anecdote. En 1973, il y a eu un braquage qui a eu lieu dans une ville de la Suède. Et durant ce braquage-là, ça a pris quand même quelques jours où on a tué même des gens. Quelque chose d'assez extraordinaire va se passer. Les braqueurs ont demandé plein de choses, ont demandé des cadeaux, ont demandé même de libérer un de leurs frères qui était en prison. Il y a eu des morts. Donc, on a même pris des otages. Voilà. C'était pas assez simple. Mais par la suite, la police a réussi à rentrer justement dans cette banque-là et à libérer les otages-là, bien sûr, avec des tueries qui ont eu lieu. Pendant le procès de ces braqueurs-là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. On se rend compte que ceux qui étaient pris en otage développent une sympathie assez étrange pour les braqueurs. Donc ceux-mêmes qui les ont mis sous une difficulté, même d'autres même sont morts. Donc on va donc convoquer les psychologues. J'ai oublié le nom du psychologue qui a fait l'étude. Et il se rend compte que le fait de dégager cet instinct de survie vis-à-vis de celui qui vient te dominer, qui crée un problème, amène à créer de la sympathie.
Et ce phénomène-là va être appelé ce qu'on appelle syndrome de Stockholm, puisque ça a eu lieu dans une ville de la Suède qu'on appelle Stockholm. C'est ça. C'est exactement ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Africain a développé effectivement ce type de syndrome-là. C'est comme une maladie. Je dis souvent que l'Afrique est un hôpital à ciel ouvert, puisqu'on voit des personnes noires avec un logiciel qui ne sont pas noirs. J'invite beaucoup de personnes à lire le livre de Franck Fanon, Masque blanc pour noir, puisque les définitions correspondent bien entendu à un paradigme d'un peuple. Donc quand l'Africain dit cosmogonie, ce n'est pas forcément ce que peut-être le monde occidental ou le monde arabe dit. La cosmogonie, pour nous, c'est une conception qui n'a rien à voir avec l'humain. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose, quand vous regardez bien, nous avons quatre types de monde, si vous voulez. Nous avons, selon la neurobiologie, nous avons le monde minéral. Si vous voulez, le monde minéral, c'est un peu la physique-chimie de la matière. Nous avons en deuxième position le monde végétal, nous avons le monde animal, et par la suite, nous avons le monde humain. Donc, quand vous comprenez cette équation-là, ça veut dire que pour nous, il y a eu un commencement avant que nous-mêmes ne viennent ici. D'accord. L'astrophysique nous apprend également la même chose. On dit que tout commence par les étoiles. Après les étoiles, nous avons des atomes. Après les atomes, nous avons des atomes lourds. Après les atomes lourds, nous avons les molécules. Les molécules ont donné naissance aux minéraux. Et les minéraux donnent naissance aux animaux. Et après les animaux, nous avons l'homme. Donc l'homme devient donc le dernier maillon de la composition de ce qui se retrouve ici sur Terre. Donc nous, les Africains, par exemple chez les Mossi, on va donc qualifier ça de Naba Zidwende, Na Paratenga, Mpambi Pugula Sori. Cette équation-là résume tout ce que je viens de vous citer. Ça veut dire que quand nous-mêmes on parle, entre guillemets, de ces termes-là, on parle de science, on parle d'astrophysique, on parle même de la conception, si vous voulez, du divin. Parce que quand on dit Naba Zidwende, vous allez comprendre une chose. Wende, on dit Wintole. Aujourd'hui, il y a une petite déformation, on dit Wintoko par rapport au soleil. Oui. Quand on dit Wintole, ça vient de quoi? Cette appellation vient justement de Naba Zidwende, où on dit Nedentenge Muntoro, Atenge Hawende. Celui qui peut regarder le soleil, il a la capacité de voir Dieu, donc c'est impossible. Donc on va donner un nom philosophique au divin. Et pour nous, le divin est compris, bien entendu, avec inclusion de la science. On va dire Mpene Nezom. Mzia, on a compris pour ne l'intérieur. Mkenem Nelara, Mzia, on a serré les netaba. Le Zia ici veut dire que je ne sais pas, puisque c'est comme ça que le grand-père raconte l'histoire. D'accord. Et quand il dit, nous les jeunes, les enfants disent Zia, on ne connaît pas, on est en train d'apprendre. Donc on estime que le souverain suprême, si vous voulez, a une matérialisation qui est figée avec des éléments de la nature. Mais lui-même, on ne peut pas le connaître. C'est une appellation philosophique, Nabazid Wende. Et comme quand je dis Wintole par rapport au soleil, donc on dit en même temps, grâce au vent, le feu peut prendre position. Voilà pourquoi on parle donc des deux éléments fondamentaux. Vous voyez qu'ici on parle donc du soleil et on parle ici de l'air. La science nous enseigne quelque chose d'exceptionnel. Au commencement, avant 8 semaines dans le ventre d'une femme enceinte, le sexe n'est pas déterminé. On a deux sexes. Ça veut dire que le commencement nous apprend une chose exceptionnelle. Il y a toujours cette notion de dualité. Donc nous, on va dire, donc, ça veut dire que si le commencement est la notion de dualité, donc aussi on va lier ça à l'élément mâle et l'élément féminin. Donc on va dire, Naba Zidwende, Na Paratenga, et sa femme, Tenga, qui est donc matérialisée par les éléments qu'on retrouve sur la Terre, donc la Terre et l'eau. Donc vous voyez que, donc, que les quatre éléments, voilà, qui conjuguent un peu les quatre mondes, qui rentrent en même temps dans l'astrophysique, a été conjugué à travers ça. Et on va estimer vers la fin qu'ils ont eu une fille. Vous voyez, voir, quand vous rentrez dans le fin fond de choses, avant les Mossi, quand ils ont un problème, ils disent Maye Wende. J'étais quand même curieux. Je dis, pourquoi ils ne disent pas Maye Wende? Pourquoi ils estiment que si Dieu devait être une personne, c'est une femme? Puisque effectivement, la femme a une particularité que aussi Dieu a. La femme donne naissance à un enfant, l'homme ne peut pas le faire. Donc c'est une équation en même temps qui lie la moralité, qui lie la cosmologie, qui lie l'astrophysique, donc qui lie la science. Je pense qu'on pourra développer ça tout au long de cette interview. Mais moi, je suis mystifié par tout ce que vous êtes en train de raconter et dans une langue bien maîtrisée. Parlez-nous un peu de vous, de votre cursus, de comment vous arrivez à être Naba avant de continuer. Ça nous permettra de mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre, parce qu'il y a toute une sagesse qui se dégage
de tout ce que vous nous dites et dans un français assez clair, je dirais très clair. Ce n'est pas le mot assez que je voulais. Et Naba, d'où nous arrivez-vous? Ah, ça c'est une belle question. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent voilà, cette question, voilà, ce Naba-là. Souvent, ce qu'on donne comme connotation, c'est que c'est un intellectuel. J'estime qu'un intellectuel, en réalité, c'est celui qui peut créer de la connaissance en se basant sur la culture, sa propre culture. Vous voyez que tout ce que je vous ai dit précédemment, je me suis basé sur des éléments de ma culture. Donc c'est ça un intellectuel. Donc je ne suis pas intellectuel parce que je parle bien français. Non. Le français, c'est juste une langue de communication. Si je veux me définir, voilà, je suis un chef traditionnel d'un village qu'on appelle Nédogo. Nédogo qui veut dire par essence une personne. Nédogo. Nédogo. Puisque chez nous, il y a Nissa là et puis il y a Nédogo. Oui. Donc nous, on différencie l'humain de l'homme. Je vais expliquer ça peut-être en profondeur. Oui. Mais en même temps, je suis chef d'entreprise, voilà, d'une entreprise qu'on appelle Nabiga Starline, qui se retrouve dans 4 pays, le Burkina Faso, la Turquie, et également l'Ouganda, et même en Guinée-Conakry. Pourquoi? On a compris très tôt la nécessité de financer notre combat. Parce que ceux qui nous détruisent ne peuvent pas financer ce qu'on dit. C'est pas possible. Donc très tôt, je pense que l'avantage avec moi, c'est que j'ai été introduit très tôt à une période assez incroyable. Voilà, à la cosmogonie africaine, au centre initiatique. J'ai été initié dans tellement de pays africains aujourd'hui que quand je réfléchis plus, je me rends compte que c'est ça qui a façonné ma pensée. Je n'étais pas un élève extraordinaire, pas du tout. Parce que nos écoles ne nous enseignent pas ce que j'appelle le concept civilisationnel. C'est juste des notes qu'il faut avoir, c'est juste un travail qu'il faut avoir, de l'argent, alors que ça ne peut pas motiver un jeune à se lever chaque matin. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart des jeunes aujourd'hui sont dans la drogue, beaucoup dans l'alcool, puisque ce n'est pas ça qui peut amener quelqu'un à quitter son lit chaque matin. Puisque quand tu gagnes ça, quelle est l'étape suivante? Et j'ai toujours senti que cette école-là ne nous ressemble pas. Et quand j'ai su que l'école naît en Afrique, notamment à Timbuktu, c'est là que je commence donc à faire mes recherches et je comprends qu'en fin de compte, l'école occidentale a une pensée qui est différente de nous. J'ai appris plusieurs langues, pas parce que j'estimais que ces langues étaient supérieures à ma langue qui est le moré. Non, je vous donne l'anecdote sur, par exemple, l'anglais. Comment j'apprends l'anglais? Je vais dire, un ami de classe m'avait dit à une époque, un Nigérian, que moi je ne peux pas parler l'anglais parce que nous les Burkinabés à l'époque, nous les Burkinabés ne sommes pas assez intelligents. Et je me rappelle de ce que je l'avais dit. Je lui ai dit le moré est plus compliqué que votre petite langue anglaise là. Donne-moi 3 mois. J'ai appris l'anglais en 3 mois. Aujourd'hui je parle 8 langues. D'accord. Qu'est-ce qui crée ça? C'est l'objectif de défendre ma civilisation, l'objectif de défendre mon pays. Et c'est ça qu'on doit inculquer dans nos écoles. Je pense que ma chance a été ça. J'ai été introduit très tôt avec des grands maîtres dont je ne vais pas citer le nom ici, à une certaine connaissance. Et ça m'a permis donc de déceler ce qui est africain et ce qui ne l'est pas. Si j'avais suivi le cursus normal d'un élève africain, je dis souvent que moi, je suis un accident du système scolaire africain. Ce système-là ne peut pas donner des gens qui sont fiers, qui sont ancrés dans leur culture. C'est impossible. Vous voyez, quand on prend même le président du Faso, c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce que nous avons un système qui ne crée que des gens qui ne se connaissent pas. Et quand quelqu'un ne se connaît pas, il ne peut pas aimer son pays. Et quand quelqu'un n'aime pas son pays, il ne peut même pas vouloir le développer puisque le pays n'est pas prioritaire. C'est ça. Donc je pense que c'est à ça que moi j'ai eu référentiel. Et ça m'a permis à chaque fois que j'étais confronté à une connaissance de me dire, ah, si cela est dit ça, qu'est-ce que mes ancêtres disaient? Donc ça m'a permis d'aller dans les théories africaines. Et j'ai su qu'en fin de compte, en fait, tout est né en Afrique. Je pense que c'est ce qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Un homme qui comprend que l'Afrique est au centre et les autres ne sont que des périphéries. Donc les langues, les différentes langues que je parle ne sont que des langues de communication pour pouvoir mieux vivifier ma culture parce que c'est celle que je représente à tout instant. Nous sommes très fiers de vous, Naba, tel que vous êtes. Amis téléspectateurs, concentrons-nous davantage sur les propos de Naba parce que très certainement nous aurons des révélations. Alors, comment les peuples africains expliquent-ils l'origine du monde et de l'humanité? Pour bien comprendre comment nous est-ce qu'on perçoit le monde, oui, il faut d'abord comprendre comment est-ce que le monde même a été façonné. Quand on se base sur l'Australopithèque,
tchadensis, dans l'os de Toumaï, on comprend que le premier homme vient d'Afrique. Bon, l'histoire romantique de certains vont dire le contraire, mais les preuves archéologiques vous disent que le premier homme sur Terre est un Africain. Je pense que c'est daté de 7 millions. Et récemment même, on a découvert un fossile qui se retrouve en Afrique du Sud qui prouve que les Africains sont plus anciens même que ce qu'on pense. Donc on se rend compte que pratiquement l'Homo sapiens par rapport à 7 millions d'années, pratiquement 200 000, l'Homo sapiens, si on va bien identifier, a tout créé en Afrique avant de quitter le continent. Parce que si on n'explique pas cette origine-là, on ne pourra pas comprendre pourquoi est-ce que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Pratiquement vers moins 80 000, le premier Africain qui va migrer hors du continent africain va se retrouver en Asie avec l'homme de Kafzé. C'est cet homme-là. Voilà pourquoi les Asiatiques anciens sont des Noirs. L'archéologie le prouve. Et vers moins 50 000, il va aller justement vers ce qu'on appelle l'Australie aujourd'hui, l'Océanie, avec ce qu'on appelle les aborigènes. Voilà pourquoi les premiers Australiens sont noirs. Ça, c'est des choses qu'on peut prouver. Et donc, justement, avec la grande glaciation qui a eu lieu justement pendant 100 000 ans en Occident, en Europe, donc l'homme noir va changer de sa peau. Et la neurobiologie nous apprend que la nature a un référentiel direct avec la culture d'un peuple. Exemple, le fait de vivre en Afrique et avoir ces conditions-là t'amène à développer de la gentillesse, de partager parce que tu en as assez, parce que ça pousse abondamment. Alors que l'homme blanc qui se retrouve dans cette glaciation, l'homme noir, pardon, qui se retrouve dans cette glaciation-là, va développer une autre culture, donc la conquête de l'autre, puisqu'il n'y en a pas assez. Il faut tuer plus, puisqu'on ne sait pas si demain on va avoir. Attitude que nous, on n'a pas, puisque effectivement, quand vous regardez le continent africain, le plus riche dans tous les sens du terme. Et donc, ça va faire que, justement, cet homme noir-là, qui change de culture, change de comportement. Pratiquement à moins 40 000, l'homme dorénavant maintenant qui commence à changer de sa peau, va arriver maintenant vers l'Europe à pratiquement moins 30 000, moins 20 000. Et c'est là qu'on va connaître le premier génocide qu'on connaît, le Jan Maya. Pourquoi? Parce que sur tous les continents, les premiers êtres sont les Noirs. Quand vous prenez par exemple en France, la dame de Brassempuy noire, de Jenaman en Angleterre noire, ça veut dire que l'homme noir qui change de sa peau va développer une nouvelle culture qui amène l'extermination de l'autre. Donc vous avez donc la création d'un nouveau paradigme. Quand on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que le concept initial africain ne conçoit pas le monde dans la logique où la différence est un problème. Alors que l'autre qui change de peau, voilà pourquoi j'aime souvent jouer avec ce mot, Occident égale accident, puisque effectivement, ce n'est pas accident climatique qui change de peau. Donc, nous allons donc assister à un nouveau type de comportement qui vise à aller détruire l'autre. Parce qu'on ne sait pas si demain on aura. Et si vous regardez aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, on a eu donc nous les Africains, à nous opposer avec des gens qui ne concevaient pas le monde de la même manière que nous. Nous qui acceptons donc la différence, sans la cour, donc on accueille l'étranger avec l'eau, on a été introduit avec des gens qui disent sans yayele. L'étranger, c'est un problème. Celui qui est différent de moi, c'est un problème. Parce que le paradigme occidental n'accepte pas les différences. Pour lui, la différence est quelque chose à exterminer. Voilà pourquoi il parle beaucoup de tiers exclus. Donc ce tiers exclus-là, leur donne, si vous voulez, la légitimité de la violence. Alors que chez nous, on ne conçoit pas ça comme ça. Nous, on conçoit les différences, les contraires, comme un élément essentiel pour que la continuité de la vie puisse avoir lieu. Et vous voyez que donc les Africains même conçoivent le monde en termes de thermodynamie. Pourquoi la thermodynamie? Vous allez voir quelque chose, quand vous remontez dans la cosmologie, vous allez voir que pour qu'une eau qui est tiède devienne chaude, il faut que cette eau-là soit chauffée. C'est ça. Il y a une certaine dichotomie quand l'eau est un peu froide, quand elle est tiède. Pour qu'on ait un changement de courant, il faut que la température augmente. Ça veut dire qu'on introduit une nouvelle forme. Et par la suite, ça va devenir l'eau chaude. Et donc l'eau monte de température par rapport au début. Remarquez, vous pouvez faire cette expérience chez vous. C'est ce que nous, on a même mis dans nos mythes. Les mythes africains racontent totalement ça. Il y a ce qu'on appelle l'accumulation d'énergie. Après l'accumulation d'énergie, nous avons le désordre. Et après le désordre, on a la complexité. Les Africains vont nommer la complexité. Quand on prend Ma, les gens l'appellent Mat par rapport à l'Égypte antique. Les Moussis vont l'appeler Soré. Donc une voie qui permet à l'homme de pouvoir vivre. Donc vous voyez quand vous regardez même nos mythes, prenez le mythe de Yenenga. Yenenga arrive à cause d'une guerre. Oui. Donc vous voyez que le désordre est déjà invoqué. C'est ça. On dit le cheval est pris de folie. Mais de ce désordre-là va donner naissance à une rencontre, Rialé. Oui. Et Rialé et Yenenga vont donner naissance à un enfant. Donc vous voyez que donc, la thermodynamique a été pratiquée. Vous
Vous remontez encore dans le mythe avec Zungrana. Nous, nos mythes sont très scientifiques. Hein. Vous remontez encore avec Zungrana. Zungrana, les Nyonyosé viennent le voir et lui disent que Naba, on veut un enfant pour qu'il puisse prendre soin de vous, de nous, quand vous ne serez pas là. Bon, Zungrana refuse dans le mythe et rentre dans la maison. Et les Nyonyosé envoient un semblant de vent qui va soulever donc sa toiture. Donc vous voyez que le désordre est encore introduit. Et de ce désordre-là, il va aller rencontrer une fille et Nyonyara. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle Wubi, qui deviendra par la suite de Monaba Wubi. Donc vous voyez que l'Africain conçoit ces mythes à travers des principes scientifiques. Le problème, c'est qu'on les lit aujourd'hui avec des regards occidentaux. Donc on ne voit même pas la scientificité à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on voit le monde. Nous, on voit le monde à travers une amal spiralée. On voit le monde à travers un ordre et un désordre. Et l'ordre doit toujours prendre le dessus. Voilà pourquoi quand je vous dis même Naba Zirimena Parateng Pambi Purutu Sore, vous allez voir que ça représente même l'œuf. La coquille d'œuf représente la terre, le jaune d'œuf représente le soleil, l'eau déjà à l'intérieur, et nous avons l'air. Donc vous voyez, les 4 éléments sont même dans l'œuf. Mais entre-temps, cette œuf va éclore, ça veut dire que l'ordre a pris le dessus sur le désordre. Donc vous voyez que nos principes sont extrêmement scientifiques, mais il faut avoir un regard scientifique sur ça. Mais comme on nous a nié une humanité, bon, entre guillemets, on était des peuples non civilisés, ça fait que même l'Africain d'aujourd'hui qui a été déséduqué ne peut même plus comprendre ces mythes. Il voit ces mythes à travers des contes, alors que les contes c'était pour les enfants, les mythes c'était pour les initiés. D'accord. Ah mais c'est très beau tout ce que vous nous racontez. Merci de nous donner cette opportunité. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le soleil, qui est Dieu. Quelle place il occupe, quelle place suprême il occupe dans la cosmogonie? Comme on parle dans la langue de l'autre, on va dire peut-être Dieu. Parce que quand on rentre dans l'étymologie du mot Dieu, on se rend compte que ça n'a pas un référentiel anthropologique qui nous ressemble. Quand le grec ancien dit Dieu, il parle à Zeus. Pour lui, Dieu, c'est une personne. Ouais. Assis quelque part qui dirige le monde comme une PlayStation. Nous, on ne conçoit pas le Naba Zirimwende, je peux le dire avec fermeté que ce n'est pas Dieu. Et c'est même eux-mêmes ils disent ça, ils disent que nous, on ne croyait pas en Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans le contenu que nous, on mettait à Naba Zirimwende, ça ne ressemble pas à leur contenu. Nous, on met dans notre contenu de Naba Zirimwende un principe scientifique. Et c'est ce principe-là qui gouverne le monde. Puisque l'Africain se dit que la Terre a déjà été créée. Nous, on voit le monde dans un concept fini, sous sa forme et sous sa conception. Je ne parle pas de la physique. La physique peut évoluer. Alors que l'occidental ne voit pas le monde dans un principe fini. Pour lui, le monde n'est pas fini. C'est pour ça que les Descartes vont dire que l'homme est maître de la nature. Donc, il estime que lui-même peut faire plus que l'univers nous propose. Alors que nous, on ne conçoit pas le monde. Et comme lui, il veut mettre sa subjectivité au devant, alors au lieu de mettre peut-être les principes que l'univers a proposés, donc les lois, ça l'amène à imposer sa subjectivité aux autres. Et donc, comme cette subjectivité, notamment cette notion de Dieu, est propre à eux, qui crée un exclusivisme, c'est-à-dire que le référentiel, c'est uniquement eux, alors que nous, on dit le référentiel, c'est pas que nous. Ce que nous, on dit est vrai, mais ce que le Samo dit n'est pas faux. Je me suis dit, il faut entendre qu'il y a un pour Titi sans faire un tabac, il faut pour. Si tu rentres dans une forêt et que tous les arbres entendent sur les arbres, tu n'es plus dans une forêt, tu es dans un champ. Donc la diversité fait partie du mode de vie, de notre être. Nous, on conçoit la diversité comme élément même qui crée la nature. Donc comment est-ce que tu peux venir imposer ta subjectivité à un autre peuple? C'est comme ça qu'on conçoit le monde. Donc ça fait que même cette notion de Dieu a été un peu truquée, ou bien ne nous ressemble pas. Ça a donné naissance à un Africain qui n'a plus un paradigme propre à lui. C'est ça. Je ne crée pas une notion d'opposition, je dis juste que ce n'est pas la même chose. D'abord, chez nous, on dit Naba Zirimwende Paratenga. Que pour nous, on dit Dieu est une femme. Alors que chez les autres, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez que cette compréhension du monde va nous permettre d'organiser la société, d'organiser le côté économique, organiser le côté militaire, organiser tous les contours de la société. Donc c'est un paradigme qui donne naissance à tout. Voilà pourquoi quand on parle de culture, il faut comprendre que chez nous, la culture impacte tout. Quand tu me parles de ton économie, quel est le côté culturel dans ton économie? Quand tu parles de communication, quel est le côté culturel de ta communication? Parce qu'il y a une théorie propre à la communication africaine. Nous, on ne communique pas par abstrait. La communication n'a pas un rapport abstrait. Ça veut dire que chez nous, on dit, quand il y a un nom d'Otangé, ce n'est pas celui qui a les pieds qui peut monter sur une montagne. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à la parole. Non.
Alors que dans la communication sous la forme occidentale, tout le monde a le droit de communiquer, tout le monde peut parler, tout le monde peut... Alors que nous, on ne conçoit pas ça le monde, on ne conçoit pas le monde comme ça. Parce que la communication appelle ce qu'on appelle, on appelle ça, j'oublie cette science-là, une science qui impacte la matière. Et c'est les Bendere qui maîtrisent ça, les Bendere, les Yuma, ainsi de suite. À travers le tam-tam, c'est une résonance qui clarifie l'humain. Donc, vous voyez que rien que par ma culture, je peux expliquer que notre manière de communiquer est différente. C'est ça. Sans être dans une notion d'opposition, pour juste dire que chaque peuple a sa compréhension culturelle. Et notre compréhension culturelle, par essence, ne rejette pas l'autre, intègre l'autre, afin que la vie puisse continuer. C'est pour ça notre société, quand vous regardez, vous voyez bien qu'il y a du tout. On a plusieurs ethnies, voilà, mais on vit ensemble. C'est parce que notre conception n'est pas exclusiviste. Si ce n'est pas toi, c'est que c'est le problème. Non, ça c'est l'occidental. Voilà pourquoi lui il fait le tiers exclu. Alors que nous on dit non, ce que je fais est vrai, ce que l'autre fait n'est pas faux. Donc ce concept-là va donner naissance à tout ce que vous voyez aujourd'hui. Mais comme il a été changé, la notion de Dieu a été un peu tronquée. Ça fait que nous avons un peu des Africains qui font le mimétisme conceptuel d'un peuple étranger. D'accord. Oui. Alors, vous utilisez des expressions en moré pour désigner, je n'ose pas dire le nom de Dieu en moré comme vous le dites, je ne saurais pas bien le dire, j'ai peur de l'écorcher. Et pour les autres, je dirais, ethnies africaines, parce que en moré, je comprends bien ce que vous dites, mais en Bamana, en Djoula, par exemple, quelle serait cette appellation qui parle de Dieu tel que vous le faites? En Bamana, oui. Par exemple, Amadou Ampateba avait déjà réglé le problème. Eux, ils expliquent la création du monde à travers, dans le vivant, existait un tournoiement qu'on appelle Yere Yereti. Yere Yereti qui porte en son sein Miri. Miri, ça veut dire penser. Ça veut dire que chez nous, on pense avant de créer. Ça veut dire que chez nous, le commencement, ce n'est pas la parole. Au commencement, était la pensée. Et quand on parle du vivant, justement, le tournoiement, là, on parle de la spirale. Et cette spirale-là, donc, c'est l'ordre et le désordre. Et en temps, l'ordre prend le dessus. C'est comme ça que le monde est créé. Voilà pourquoi vous allez entendre. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent Allah chez les Bamana. Mais le terme que les initiés Bamana m'ont expliqué, c'est souvent Massa, c'est Mangala, qui n'a absolument rien à voir. Et quand vous dites Mangala, on retourne même jusqu'à Kemet, que les gens appellent l'Égypte antique, puisqu'on se rend compte qu'on ne dit pas la mat. Peut-être vous avez déjà entendu. Le T ne se lit pas en égyptien ancien. Ça marque la féminité. On dit la ma. Voilà pourquoi on dit les langues du Manden. Den qui veut dire enfant. D'accord. Vous voyez, c'est une féminité. Donc nous, on conçoit le féminin comme un élément extrêmement important. Donc vous voyez même dans cette appellation, donc Massa, Mangala, donc c'est totalement opposé à ce que vous voyez aujourd'hui. D'accord. Et vous avez des connaissances à propos en Afrique de l'Est ou... Oui. Quand vous prenez en Afrique de l'Est, on dit Imana. Imana, c'est parce que c'est ce qui donne Amina. Imana vient de là. Puisque quand on dit Naba Zidigwena Paratenga, vous allez vous rendre compte que l'air représente la partie invisible de Ra. Ra, c'est ce que vous appelez le soleil. C'est ce qu'eux vont appeler Imana, donc la partie invisible. Donc c'est des termes qui... Ça répond à un paradigme qui nous ressemble. Quand l'Africain de l'Est dit Imana, il ne pense pas vraiment à une personne assise quelque part. Il pense à des éléments cosmiques. Il pense à un élément insondable. Il pense à un élément qu'on ne peut pas toucher. Il pense à un élément qu'on ne peut pas voir. Donc nous parlons de les mêmes choses. Les Dogons parlent de Ama. Vous allez voir qu'eux-mêmes ils disent que le monde a été créé à travers un amas spiralé d'étoiles. Donc vous voyez que l'astrophysique répond encore à cet univers-là. Donc les Africains ont toujours été scientifiques depuis très longtemps. Pour nous comprendre, il faut penser scientifiquement. Sinon tu vas prendre la chose sur des subjectivités qui ne nous ressemblent pas. Quelqu'un va dire que Ama c'est Dieu, mais quand vous rentrez, c'est un concept, je suis d'accord, mais le contenu est différent. Oui. Voilà. C'est de cette différence-là qu'on peut savoir qu'on ne parle pas de la même chose. Par moi, je vais dire à notre famille, nous on est Tansoba. Moi, je vais dire à un Bénéré que parce qu'il n'est pas Tansoba, il part en enfer. Bon, ça fait rire.
Tout à fait. Pour nous, c'est bon, on ne peut même pas Oui, penser oui. comme ça. Oui. Voilà, la généalogie est extrêmement importante. Donc, c'est des concepts qui doivent marquer une rupture sur le plan de la pensée. Parce que si on ne change pas, on ne pourra pas récréer ce que nos ancêtres ont fait. Quand moi je dis D'accord. retour aux sources, c'est revenir à notre intelligence transgénérationnelle. Oui. C'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir à cette pensée qui a donné naissance à plein de choses. Le rakiré là, je suis désolé, c'est les animistes qui ont donné le rakiré. Ça veut dire qu'ils avaient une pensée profonde. Parce Tout que à la fait. langue, c'est pas un élément de communication. La langue n'unit pas un peuple. Ah, ça va choquer beaucoup. La langue réunit un peuple. D'accord. Très différent. Ça Oui. La langue n'unit pas Un peuple, elle réunit un peuple. D'accord. Parce que vous pouvez parler une langue, les Moussis disent Agum namo laka ou moré. Il parle le moré, mais il ne comprend pas le moré. C'est ça. Quelqu'un peut parler le moré, mais il ne comprend pas la philosophie du moré. Je n'ai pas dit la philosophie en moré. Oui, oui. C'est différent. Oui, C'est oui. la philosophie propre à un peuple donné. C'est ça. Donc la langue devient donc la matérialisation d'une pensée. Et donc quand on la parle ensemble, on se réunit, puisqu'on s'est déjà unis par la pensée. Voilà pourquoi vous voyez en Afrique, vous allez voir des Noirs qui se comportent comme des Blancs, des Noirs qui se comportent comme des Arabes, puisqu'ils parlent peut-être la langue, mais dans la pensée, c'est plus du tout l'Africain que vous voyez. Donc, masque blanc, peau noire. Donc la langue n'unit pas un peuple. Donc j'entends souvent le retour au sous à travers la langue, mais si la pensée n'est pas reprise, la langue n'aura aucun sens. Aucun sens. On va juste parler comme ça et faire du folklore. Et c'est exactement ce que ceux qui nous ont détruit voulaient. Que notre culture représente un côté folklorique. Ça veut dire qu'on fait pour faire. C'est ça. Alors que nos ancêtres n'ont pas fait pour faire. Chaque terme a une définition propre à elle. Merci beaucoup, Naba, pour tous ces éclaircies que vous nous apportez. Et je voudrais recommander à nos étudiants de chercher cette œuvre de Frantz Fanon, parce que ça peut être le point de départ d'une grosse réflexion. Masque blanc, peau noire. Et c'est important de découvrir cette œuvre qu'on trouve dans nos librairies, dans nos bibliothèques. Alors, Naba, nous parlons de cosmogonie, mais nous savons qu'en Afrique, les ancêtres, on en parle aussi beaucoup. Où est-ce que vous situez les ancêtres par rapport à toute cette cosmogonie? Quand vous regardez l'équation qui suit, vous voyez qu'on met le soleil, entre guillemets, on met l'air, après on met la femme, Tenga. Donc ça veut dire que les humains rentrent dans l'équation de Tenga. D'accord. Tu ne peux pas te mettre toi-même au monde. Non. Il y a une hiérarchie. Il y a quelqu'un qui t'a mis au monde. Donc pour nous-mêmes, concevoir le fait de parler au divin sans passer par ton père, c'est déjà un manque de respect. Donc imagine, quand on voit que, voilà, dans une certaine cosmogonie, c'est quelque chose de normal. Il y en a qui disent que c'est parce que nous, on est peut-être égoïstes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la cohérence morale. Celui qui t'a mis au monde, là, il connaît le souvenir plus que toi. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait le ranyu Baramkom. Vous voyez que nous, on dit Baramkom, donner l'eau à nos ancêtres qui sont dans la terre. Oui. Alors que d'autres, ils vont dire, exemple, hein, c'est pas une attaque, c'est juste montrer que c'est différent. Ils vont dire, ton Basembe Arzana, aujourd'hui on dit ça. Notre père qui est aux cieux. Alors que nous, on dit que notre père est déjà ici. Donc vous voyez que dans la linguistique, on ne parle même pas de la même chose. Donc l'ancêtre devient donc cet élément. Et n'importe qui n'est pas ancêtre, c'est pas parce que tu es décédé que tu es ancêtre. Tout le monde n'avait pas droit à un funérail, tout le monde n'avait pas droit à un tombeau. Pourquoi? Parce que l'ancêtre, c'est l'exemplarité à l'excellence. Donc on matérialisait justement cela et on donnait l'eau pour que lui puisse donner, voilà, au souverain suprême. Donc voilà un peu cette compréhension qu'on a de la chose. D'accord. Dans cette compréhension, vous voyez qu'il y a une équation. L'équation, c'est se dire que Naba Ziriwende a donné le droit à deux personnes de donner naissance à un enfant. Donc, c'est-à-dire que Naba Ziriwende, le papa, bon, la maman et l'enfant. Donc, vous voyez que quand l'enfant saute tout ça pour aller là-bas, il y a un problème. Voilà pourquoi on dit quelqu'un ne peut pas rentrer dans une maison en passant, en montant sur le mur, entre guillemets. Il faut qu'il passe par la porte avant de pouvoir. Et même moi, pour me contacter, vous êtes passé par un protocole. C'est ça. Donc imaginez comment est-ce qu'on peut aller directement pour rencontrer le président du pays.
Je suis obligé de passer par un protocole. Est-ce que donc, nous les humains qui vivons ici, on peut estimer qu'on peut aller directement à celui qui dépasse même le président? L'Africain a dit que dans ce symbolisme-là, ça n'a pas de sens. Et ça détruit même la morale, puisque l'enfant peut manquer de respect à son père. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que notre cosmogonie permet d'avoir une morale. Sans cette cosmogonie, l'enfant n'est pas obligé. Je suis désolé, c'est la cosmogonie qui dirige aujourd'hui, qui donne les enfants qu'on a là. D'accord. C'est normal. L'enfant, Oui. pourquoi il va respecter l'ancêtre aujourd'hui, le grand-père aujourd'hui, le papa aujourd'hui? Quand on lui dit que lui seul, il peut parler au divin suprême, lui seul, sans passer par quelqu'un. Vous allez voir ce que vous voyez voir. Donc nous sommes dans la logique de ce que nous avons, voilà, Oui. nous avons pris. Donc, moi je ne choque pas, moi je ne dis pas que les enfants n'ont pas raison ni tort. Je dis juste aux anciens, les enfants sont le résultat de ce que on a enseigné. C'est ça. Tout à simplement. fait. Oui, tout simplement. Oui. C'est tellement juste que ça me coupe la parole. Oui. Alors, quel est votre point de vue sur les notions d'enfer et de paradis? C'est vraiment une question que je mets comme ça entre parenthèses. Mais bon, on sait que l'enfer, le paradis, ça vient, ça nous arrive d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un concept qui n'a pas été compris par ceux qui l'ont envoyé. D'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à eux. Quand tu copies quelque chose, tu copies avec ta pensée. C'est-à-dire que la même chose, la même histoire, avec des déformations paradigmatiques. Un paradigme d'un peuple qui est venu conquérir, qui est venu nier votre humanité. Par la suite, on va l'utiliser contre vous. L'enfer, pour moi, puisque c'est un concept, le plus important, c'est le contenu. C'est pas le concept. L'enfer, pour moi, c'est de me retrouver un jour dans un endroit où il n'y a pas mes parents. Ça, c'est mon enfer. On ne peut pas me mettre dans un endroit où je connais personne et je vais estimer que c'est un paradis. Ça n'a pas trop de sens sur le plan de la conception. Ça, c'est ça, l'enfer. Voilà pourquoi tout le monde n'avait pas droit à un funérail. Voilà pourquoi tout le monde n'avait pas droit à un tombeau. Donc ça, c'est l'enfer. Il y a des noms qu'on va maudire parce que la personne n'a pas vécu dans l'équité, dans la droiture que la tradition et la culture ont mis en place. Donc le nom ne va jamais revenir même dans la famille. C'est une punition divine. Voilà pourquoi on n'avait pas besoin de prison chez nous, prison physique. La prison, elle a été spirituelle. Ne pas avoir un funérail chez nous, mais ça veut dire que dans le monde spirituel, tu ne vas plus te régénérer, tu ne vas plus revenir. Oui. Ça, c'est l'enfer. Le paradis, donc, devient pour moi, dans notre conception culturelle, le fait de rejoindre mes grands-parents, le fait de rejoindre mon père. Et c'est ce qui même est cohérent. Donc, ces notions de paradis et enfer, là, ont été utilisées pour stigmatiser une certaine peur, pour maintenir l'Africain dans une certaine captivité. Voilà. Sinon, si on rentre dans le contenu, ce n'est pas la même chose. Voilà. L'enfer, si on doit dire que ça existe, ce n'est pas quelque part où on brûle les hommes. Oui. Nous, on a les éléments pour manger le feu. Moi, le Sanaba Bouna, peut-être que vous connaissez, qu'on appelle KPG, lui, il marche sur le feu. Bon, si tu l'envoies dans cet enfer-là, il va marcher sur le feu. Si on suit de manière un peu drôle cette logique, ça n'a aucun sens vraiment chez nous. Et quelle est cette divinité qui brûle ses enfants? Bon, ça n'a pas de sens chez nous. Moi, je ne peux pas brûler mon enfant. Ça ne veut rien dire dans notre paradigme. Oui. Mais je respecte ceux qui pensent comme ça. Oui. Mais il ne faut pas qu'ils essaient d'imposer ça aux gens. Si leur paradis revient à rejoindre un ancêtre qui ne leur ressemble pas, c'est leur liberté. Si pour eux, aller au paradis, c'est aller hors de leurs frontières terrestres, hors de sa famille, moi, je n'ai pas de souci. Ils sont libres de penser comme ça. Mais n'imposez pas ça aux autres. Oui. Tout le monde n'est pas obligé de croire à ça. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais c'est très bien dit. Et puis, c'est très clair. Et ça, c'est votre mérite, je crois, d'être très clair dans ce que vous dites. Alors, vous parlez, vous nous racontez beaucoup de choses qui nous instruisent. Quelle est la place de la parole et de la transmission orale vous avez évoqué KPG tout à l'heure, dans la conservation de ces connaissances, toutes les connaissances dont vous parlez? Quelle est la place de la parole, de la tradition orale? La chose, c'est que chez nous, la parole a un devoir de passation de la vie. Ça veut dire que, on va dire, vous allez voir par exemple un ancêtre.
qui a eu un ami, un très bon ami qui a aidé la famille. Pour que cette amitié ne se garde pas, il va faire une cérémonie rituelique où il dit que dorénavant nos enfants ne doivent plus se marier. Ils doivent s'accompagner, mais pas se marier. Donc il va faire une cérémonie rituelique qu'on appelle catharsis pour que les générations qui viennent continuent de faire la même chose. Parce que nous, on voit le prolongement de la vie au-delà même de notre vie. C'est pour ça qu'on dit, Nisal qui de meilleur vie. Nous, on dit, tu commences ta vie quand tu n'es plus là. Les œuvres que tu as accomplies, c'est ça qu'on va constater. Tu vis même quand tu n'es pas là. Donc vous voyez ce concept-là nous permet de ne pas jouer avec la parole. Puisque quand tu joues avec la parole, c'est que tu négliges la sacralité. L'ancêtre éponyme vient à quel niveau? Vous allez voir un arbre qui a sauvé un grand-père pendant une période. De cet arbre-là, on va dire, bon, on ne doit pas détruire cet arbre-là. Dorénavant, cet arbre devient un ancêtre éponyme. On fait une cérémonie rituelique pour que les enfants de cette famille, dorénavant, respectent cet arbre et ne la détruisent pas, puisqu'elle a sauvé un de vos grands-parents. Donc les générations qui suivent vont suivre la même chose. Et celui qui a enfreint les règles, comme le grand-père a fait le catharsisme à travers le rituel, le malgré, il va prendre les conséquences de ça. Donc la parole est sacrée pour nous. Alors qu'on nous a un peu mis dans un schéma où parce qu'on n'a pas écrit, ça veut dire qu'on n'était pas intellectuel. D'abord, l'écriture est née en Afrique. Voilà, je pense que j'aurai une émission par rapport à ça. L'écriture est née en Afrique. Mais prenons juste le fait que chez nous, la parole est sacrée, puisque la parole donne ce qu'on appelle la sémantique. Officiellement, dans la science, on a prouvé que chaque mot qu'on dit joue sur la matière. La sémantique, c'est quoi? C'est une science qui prouve que les paroles donnent une vibration et les vibrations jouent sur le corps. On va faire un test spécifique. Le test qu'on a fait là, c'est quoi? On a pris de l'eau, on a mis de la musique à une certaine fréquence. On remarque que la musique joue et crée donc des vibrations. Ça donne des formes. C'est ça. Quand on change de musique, la forme change. Quand on ajoute un élément dans cette eau-là, la forme change encore. Ça veut dire que la fréquence impacte positivement ou négativement la matière. Voilà pourquoi on dit Gom Yawa Sugmoro. La parole, c'est comme la paille qu'on enlève. Quand tu l'enlèves, c'est difficile de remettre. Donc ça impacte. Et notre corps est composé de 70% d'eau, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que tout ce qu'on dit impacte la matière. Et ça, c'est de la science. Donc voilà pourquoi on a sacralisé ça. Nous-mêmes, on a fait pire. On a dit qu'il y a une famille qui a droit à cette parole-là, notamment les Bénérés. Parce qu'on estime que cette sacralité-là est tellement... On veut qu'elle continue de génération en génération. Donc vous voyez qu'à chaque fois que j'envoie un énoncé de notre culture, c'est des termes scientifiques que je ressors. Absolument. C'est ça qu'on nous a nié et c'est ça qu'on doit remettre au goût du jour. Pas pour se vanter, mais afin de théoriser ça et d'enseigner ça à l'école. C'est notre école actuelle là, c'est une école coloniale. Je vous donne une anecdote rapide. Un jour, il y a mon enfant qui envoie son cahier de colorage. Je me rends compte qu'il est en train de colorer la tour Eiffel en plein Burkina. Ne soyez pas surpris que cet enfant-là rêve de France demain. Donc ça commence, cette école-là n'est pas à nous. Et j'ai vu dans le cahier d'un enfant de CE2, le parent me l'a envoyé, dans le cahier on dit à l'enfant les bienfaits de la colonisation. Les bienfaits. Ça est tout dans nos leçons. C'est pas notre école. Puisqu'on a suivi la logique des Williams qui avait dit créons une école conquérante pour qu'on puisse maintenir les enfants des captifs, toujours dans la captivité, dans des générations en génération. Une école conquérante. Le terme est très important. D'accord. Cette école ne nous ressemble pas. Et si on ne la change pas, on aura les mêmes résultats. Puisqu'ils ont compris tout le temps qu'il est basine, ne pas qu'il est goué. On peut amener un chien à s'asseoir, mais on ne peut pas l'amener à s'endormir. Et pour l'endormir, il faut justement lui donner des rhétoriques intellectuelles qui est externes à lui pour qu'il reste toujours dans sa place, à sa position. C'est ce qu'ils ont fait avec l'école. Voilà, celui qui a caricaturé Mamadou Ibineta, il disait dans un de ses écrits où il disait aux indigènes, il dit livre pour les indigènes noirs, les fonctionnaires noirs, pardon. Il dit, nous ne pensons pas faire l'égalité vers le bas, nous pensons la faire vers le haut, donc vers notre culture, afin que vous puissiez être intelligents comme nous. Donc ça veut dire que quand on parle de notre culture, ça veut dire que c'est une culture non civilisationnelle. Donc c'est eux qui vont mettre en place le système éducatif. Et c'est ça qu'on a jusqu'aujourd'hui. Donc cette école ne peut pas donner des gens fiers. Quand ça donne, c'est une exception.
À travers ce que vous dites, on peut comprendre donc pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas toutes les réalités de notre histoire. Parce que c'est expressément enseigné comme ça, pour que l'on ne perçoive pas. Et comment vous pensez que nous devons fonctionner maintenant? En même temps, où est-ce qu'ils vont apprendre ces réalités-là? Oui. Où? Vous pensez, pourquoi est-ce qu'on fait immersion patriotique? Ça veut dire qu'on a compris que l'école ne peut pas donner des patriotes? Ça, c'est un aveu officiel. Oui. Normalement, dans nos familles, normalement dans l'école, le patriotisme doit être un élément théorisé pour enseigner à l'enfant. Ça veut dire qu'officiellement, ce gouvernement a compris que cette école-là ne peut pas donner des patriotes. Sinon, il n'allait pas faire un truc externe. C'est des solutions de 2 jours, c'est normal, il faut qu'on fasse ça. Mais à la longue, il faut donc réthéoriser tout et enseigner notre culture à l'école. Moi, j'en veux pas à un jeune. Il n'y a aucun endroit où on peut l'enseigner sa fierté. Il n'y a pas d'élément. Quand tu lui dis que son grand-père n'a rien fait, quand tu lui dis les bénéfices de la colonisation, quand tu lui dis, quand on parle du génocide des Noirs, quand tu lui dis que c'est un commerce triangulaire, vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui on dit ça à l'école. Un génocide, 200 millions de morts, on te dit que c'est un commerce. À la limite, on te dit que c'est bénéfique. Mais cet enfant-là va grandir avec quelle fierté? C'est impossible. Il faut mettre en place des structures, théoriser, rassembler les vrais intellectuels, c'est-à-dire que ceux qui comprennent leur culture et qui décident de matérialiser ça sous le volet intellectuel, et donc pour enseigner. Ce n'est pas ceux qui ont les diplômes, j'ai bien dit les intellectuels. Tout à fait. Voilà, un diplômé et pas un intellectuel, ce n'est pas la même chose. Absolument. Et souvent, je dis beaucoup sont ignorants. Beaucoup pensent que j'insulte. Non. Un ignorant, c'est celui qui a appris des choses fausses. Exemple, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est faux. Mais il a appris. Aboubacar, 280 ans avant Christophe Colomb, était déjà allé là-bas. Donc, on a les preuves archéologiques. Il y a même un film qui vient de sortir sur ça. Donc, ça a quel sens de dire ça à un enfant à l'école? On continue de le dire. Dis ça à l'école. Mais je dis, où est le rapport? Le rapport, c'est que l'enfant sait que son frère, un ancêtre, a construit un bateau parce qu'il est parti avec 200 bateaux. Imaginez la logistique pour bouger avec 200 bateaux. Imaginez la science. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste dire qu'il est parti. Non. Il faut maîtriser la science pour construire un bateau de cette envergure pour se déplacer. Il faut le dire à l'enfant. Afin qu'il sache que l'intelligence ne vient pas de l'extérieur. Tous les autres peuples le font. Je ne vais pas citer de nom. Il y a des peuples qui disent que le soleil s'est levé pour la première fois chez eux. Bon, on sait bien que ça n'a pas de sens. Puisque si l'homme naît en Afrique, c'est l'Afrique. Oui. Il y a des peuples qui appellent leur continent le vieux continent. Oui. Bon, comment tu appelles ton continent le vieux continent alors que l'homme ne vient pas de chez toi? Mais tout ça, c'est pour construire la fierté civilisationnelle. Et notre école ne crée pas la fierté civilisationnelle. Elle détruit même ta culture. Tu finis l'école en détestant même ta culture. Alors, pour insister sur ça, je voudrais que vous nous donniez ce que peut apporter la cosmogonie africaine aux défis contemporains de notre société. D'abord, vous voyez que la cosmogonie donne naissance à notre comportement. Quand tu te dis que ton ancêtre a sacralisé un arbre, aujourd'hui ça s'appelle quoi même? Ils ont un terme pour ça là. Ceux qui protègent les arbres là, j'oublie le terme. Ils appellent ça, j'oublie le terme. Ceux qui protègent les arbres. Les gens de l'environnement. Oui, oui, mais il y a un terme qui se dit 2 jours là, avec la COPT. Ils font régulièrement des réunions pour protéger la nature. Environniste ou bien c'est quoi? Ça veut dire que d'abord, grâce à notre cosmogonie, tu ne seras pas là pour dominer. Tu vis pour t'insérer dans un équilibre préétabli. Si vous suivez bien la cosmologie que j'ai dit, les étoiles viennent, les atomes viennent. Par la suite, les atomes deviennent atomes lourds. Les atomes lourds deviennent des molécules. Les molécules deviennent des minéraux qui est la physique-chimie de la matière. Après, on a le monde animal et par la suite, on a l'homme. Donc, tu deviens moins arrogant. Puisqu'il y a des choses qui se sont constituées avant toi. Toi, ton devoir, c'est de te constituer dans un ordre préétabli. Voilà pourquoi on initiait. Chez nous, on va dire les banques ici. On initiait par rapport à ça. Puisque l'homme et l'humain, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Chez nous, l'humain, c'est Nissala. Et l'homme, c'est Neda.
Nissa, là, ça veut dire qu'il n'a pas encore reçu le code de l'environnement, de la nature, de Nava Zidwende. Il ne connaît pas encore, c'est encore un ignorant. Et dès qu'on l'initie, on a réveillé en lui le côté divin. Puisque son instinct humain, effectivement, veut dominer. Mais on lui apprend que tu ne peux pas dominer. Il y a plus grand que toi. D'abord sur le plan familial, il y a plus grand que toi, à travers tes pères. Il y a la hiérarchie, ainsi de suite. Toutes ces données l'amènent à garder une certaine humilité vis-à-vis même de l'équilibre qui s'est créé pour que toi tu viennes. Parce que s'il n'y a pas eu ça, toi tu n'allais pas venir. Donc on captive déjà, voilà, un certain ego. On dit que l'homme doit dominer la nature. Bon, on ne peut pas vivre dans ça et puis protéger la nature. On ne peut pas vivre dans ça et puis sauver un humain. Puisque l'humain fait partie de Tenga. L'arbre fait partie de Tenga. Voilà pourquoi on ne peut même pas tuer un animal n'importe comment. Regardez par exemple dans la charte du Kourkan Fouba, 1233. Il y a une donnée là-bas, moi, qui m'a touché. On dit, tuez votre ennemi, ne l'humiliez pas. Moi, ça m'a toujours tiqué. C'est qu'on estime que tout est sacré. Et ça vient justement de notre cosmogonie, de notre concept du monde, de notre vision du monde, de notre paradigme. Si on ne reprend pas ça, mais on va se macheter ici, en parlant la même langue. Parce que la pensée n'est pas commune. Parce qu'il y a la sacralité de la terre. Bon, la généalogie existe. La sacralité de la terre existe. La parole des ancêtres existe. Donc, quand tu estimes que ta terre n'est pas sacrée, tu ne vas rien faire pour la protéger. Quand tu estimes que ton paradis est hors de l'Afrique, je suis désolé, c'est des stimuli. Ton esprit est automatisé pour ne pas la défendre. Puisque tu te dis qu'il y a quelque part, il y a un endroit où tu peux partir. Nous, il n'y a pas d'endroit où je ne peux pas. Mon paradis, c'est ici. Voilà. On nous a éduqués en disant que notre terre n'est pas sacrée. Donc, on ne va pas la défendre. Si ta terre n'est pas sacrée, pourquoi tu la défends? C'est tout ça qu'il faut changer. Si on ne change pas ça, on a beau parler, ça ne va pas aller quelque part. L'Afrique doit être sacralisée dans notre théorie d'éducation. Notre terre doit être sacralisée dans notre théorie d'éducation depuis la famille, depuis le berceau. Depuis le berceau, on te donne un nom qui ne te ressemble pas. Oui. Mais vous voulez que l'enfant soit fier de quoi? Sur quelle base? J'ai l'impression que les gens pensent que le patriotisme, c'est quelque chose qui vient comme ça. Non. C'est la somme d'une éducation. Absolument. C'est la somme d'un paradigme. Oui. Si vous ne mettez pas ce paradigme, vous n'aurez pas ce résultat-là. Donc c'est ça qu'il faut échanger. Sinon, nous ne pourrons rien faire. Voilà. Donc ce que je peux dire, notre cosmogonie va donner l'équilibre. D'abord, entre nous, ça va donner naissance à une cohésion sociale. Parce que pour le moment, c'est l'hypocrisie sociale. Moi, je suis cash. Ça, c'est pas la cohésion sociale. La cohésion sociale existe quand chacun accepte l'humanité de l'autre. Oui. Quand tu dis que parce que moi je fais un sacrifice, je ne connais pas Nava Ziriwende, alors que le terme existe, comment est-ce que tu veux qu'on s'accepte? Quand je viens à ta cérémonie, je partage ton repas. Parce que les Mossi disent sans nous goût de ton bain. Bon, il y a qu'un goût de ton bain. C'est ton voisin qui prend soin de toi. Donc tu as le devoir de le respecter, quelle qu'en soit son appartenance. Oui. Et que moi je viens manger chez toi. Et que moi je fais mon sacrifice, tu dis c'est un truc du diable. Vous voulez la cohésion comment? C'est une hypocrisie. Tout à fait. Chacun doit accepter l'humanité de l'autre. Voilà pourquoi la loi sur les libertés religieuses ont été mises en place. C'est exactement ça. Là maintenant, il y a une tentative de cohésion sociale. Voilà, forcer les gens, chacun à se respecter. Oui. Voilà. Mais Nava, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de nous dire, dont le fondement, la richesse est incroyable. Est-ce que vous avez des œuvres de vous que vous pourriez recommander à nos téléspectateurs? Des œuvres que je peux recommander. Oui. Bon, beaucoup me demandent toujours si j'ai écrit. Oui. Je suis là-dessus. J'espère qu'en 2027, il va sortir. Je suis en train d'écrire L'héritage des ancêtres. J'ai déjà le titre. D'accord. Je l'ai commencé depuis 2021. Et je n'arrive pas à finir parce qu'il y a tellement à dire. Mais tout ou tard, il faut qu'il sorte. C'était un peu une partie de moi que je ressors. J'explique comment la culture permet de rendre un homme responsable. J'explique comment l'ancestralité permet de tuer ton ego. Toi, l'humain qui pense que tu connais tout. Oui. C'est parce que des gens ont existé que toi, tu existes. J'explique un peu avec, bien sûr, puisqu'on a eu l'habitude
d'avoir les gens qui parlaient de nous. Oui. Je me rappelle, il y a 20 ans, on ne disait pas c'est le même Dieu. Hein. Bon, maintenant, j'entends partout, comme certains savent que c'est en train de chauffer, ils disent que c'est le même Dieu. Si c'est le même Dieu, pourquoi on l'impose? Ce qui est la même chose, on n'impose pas. Donc, des termes qui peuvent créer la réflexion, des livres qui peuvent créer la réflexion, c'est ce que je peux conseiller. Moi, je conseille Kalala Umutunde, Cosmogenèse Kamit. Et pour ceux qui ne savent pas, Kamit vient, j'ai transcrit plus de 136 mots de l'Égypte antique qu'on retrouve dans le Moré et que je démonte. Je lis un peu les hiéroglyphes, donc ça m'a permis de retranscrire ça. Kami, on ne dit pas T, le T en égyptien ancien ne se dit pas, on dit Kami. Parce que le T marque la féminité. Oui. Voilà, ça veut dire que c'est un peuple de conception matrilinéaire. Le Kam, c'est ça qu'on retrouve en Moré, Kabame, Boumoun Kabia Sable, quelque chose qui a été noirci est noir. Oui, oui. Voilà, donc les cosmogénèses Kami de Omotunde. Et puis le doyen Borg Bassom, que je connais très bien. C'est des gens qu'il faut lire. Ils créent le questionnement en toi. D'accord. Notre école ne crée pas le questionnement, il instruit. D'accord. Tu suis comme ça seulement, dans la croyance. D'accord. Voilà, un tel disait ça, mais toi-même tu dis quoi? Hegel disait ça, oui. Hegel disait ça, mais toi tu dis quoi? Ouais. Notre école ne crée pas ça. Et Hegel surtout qui dit que nous on n'a pas d'histoire. Et on l'enseigne dans notre école. Notre école est un miracle. C'est un miracle qu'on est. Je pense que c'est une preuve aussi qu'on est un grand peuple. Parce qu'il y a des peuples, s'ils avaient connu ce que l'Africain a connu depuis, ils avaient disparu. On est toujours là. On résiste toujours. Et on va renaître. Ça, j'ai même pas de doute par rapport à ça. Merci bien, Nava. Je pense que ça va être notre dernier mot. Les anciens disent qu'un arbre sans racines ne peut résister au vent. Au terme de cette émission, nous comprenons que la cosmogonie africaine n'est pas seulement un récit sur l'origine du monde, mais une véritable philosophie de vie. Elle rappelle à l'être humain son lien avec la nature, les ancêtres et le Créateur. Elle véhicule les valeurs d'équilibre, de responsabilité et de solidarité. Redécouvrir cette sagesse, c'est aussi mieux comprendre notre identité et notre héritage culturel. Nava, nous vous adressons sincèrement tous nos remerciements pour avoir apporté tous les éclairages que vous nous avez apportés. Soyez certains que nous l'entendons et nous partageons beaucoup des valeurs dont vous avez parlé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, et gardez en archive cette émission parce que c'est sûr qu'elle fera surgir de nouvelles pensées chez beaucoup de personnes. Merci et à une prochaine pour d'autres émissions avec Nava Congo.